Tout commence dans une maison au volet vert, perchée sur les hauteurs d'un petit village du Lyonnais, Polemieux. Le 20 janvier 1775, alors que l'Europe bruisse encore des idées de Voltaire et Rousseau, naît un enfant frêle, mais intensément éveillé, André-Marie Ampère. Son père, Jean-Jacques, est un homme cultivé, discipline stricte, esprit encyclopédique. Il croit fermement à l'éducation naturelle et à la liberté de penser. C'est dans sa bibliothèque vaste pour un foyer de province que le petit André découvre le monde, sans jamais mettre un pied à l'école. Il apprend à lire seul, puis dévore tout, géométrie d'Euclide, calcul, astronomie, botanique, philosophie naturelle. Il recopie des ouvrages entiers à la main, les annote, les compare. À 8 ans, il récite des pages de Buffon, discute des formes des nuages et de la trajectoire des étoiles avec les adultes. À 11 ans, il se passionne pour la science des courbes, invente des formules, reproduit des instruments rudimentaires avec ce qu'il trouve dans la maison, tiges de bois, lentilles cassées, eau colorée. Le jardin devient son laboratoire. Il y observe la nature, note tout dans de petits carnets qu'il cache sous son lit. Il nomme les plantes à voix haute, mesure les angles des toits, observe les éclairs en silence. Mais tout cela, il le vit dans une solitude presque totale. Il n'a pas de camarades, peu d'interaction sociale. Son univers est intérieur, immense, lumineux, mais aussi vulnérable. Sa mère, gentille et discrète, veille sur lui avec tendresse. Elle comprend son isolement, l'encourage doucement à continuer. Jean-Jacques, lui, admire en silence. Il dit à ses amis: « Mon fils ne me ressemble pas. Il ressemble à ce que je voulais être. » À 12 ans, André ne sait pas ce qu'est un maître. Il n'a jamais eu de professeur. Et pourtant, il est déjà un chercheur. Un penseur en germe. Un esprit prêt à faire jaillir l'étincelle. 1789. Tandis que Paris s'enflamme, le jeune André-Marie, 14 ans, continue à lire, apprendre, explorer. Il ne se mêle pas de politique, mais la politique vient à lui. À Polemieux, la Révolution arrive avec ses cris, ses affiches, ses peurs. Son père, Jean-Jacques, magistrat respecté, rejoint les idéaux républicains. Il adhère aux valeurs de justice, de réforme sociale et devient juge de paix. Le climat devient vite brûlant. André sent que son petit monde de papier, de formules, de calme, vacille. En 1793, c'est l'apogée de la terreur. Les Girondins sont pourchassés, les tribunaux expéditifs. Et un jour, le couperet tombe, Jean-Jacques Ampère est arrêté. Il est accusé d'avoir signé un acte en faveur d'un ennemi de Robespierre. Détention à Lyon. Procès sommaire. En novembre, il est guillotiné. André, 18 ans, est anéanti. Il perd son père, son repère, son guide intellectuel. Sa mère meurt peu après, usée par le chagrin. En quelques mois, tout s'effondre. La maison se vide. Les livres restent fermés. Il ne lit plus. Il ne pense plus. Il s'isole. Mais quelque chose, au fond, résiste. Un instinct profond, une graine semée dans l'enfance. Et puis, dans un recoin, il retrouve un cahier. Un vieux carnet, griffonné à la main, daté de 1786. Son père y avait écrit: « Ne perds jamais ton temps. Il est la source de ta lumière. » André rouvre ses livres. Il recommence à écrire. Il se dit qu'il ne vivra pas pour la gloire, mais pour comprendre. Comprendre le monde, ses lois, ses forces invisibles. Dans la douleur, naît la vocation. La science, désormais, sera un refuge. Et une promesse. Lyon, 1796. À 21 ans, André-Marie Ampère s'est relevé de ses douleurs. Lentement. Il vit seul, donne des cours particuliers pour survivre. Mais surtout, il étudie. Il s'est jeté dans les mathématiques comme dans une mer glacée. Par besoin de structure, de logique, de vérité. Il lit Euler, Lagrange, d'Alembert. Il se passionne pour les équations différentielles, la géométrie, la dynamique. Il couche sur des dizaines de cahiers des calculs sans fin. Il découvre les mathématiques pures, leur pouvoir abstrait. Il y trouve une forme de consolation et d'extase. Dans ses lettres, il écrit:
Les mathématiques sont pour moi une prière silencieuse, qui ordonne le monde et mon cœur. Sa réputation croît. Un esprit singulier, autodidacte, aussi timide qu'éblouissant. On le recommande pour enseigner les mathématiques à Bourg-en-Bresse, au lycée local. Là, pour la première fois, il se tient face à une classe. Il est maladroit, mal habillé, nerveux. Mais quand il commence à parler de calcul, de tangente, d'infini, le silence se fait. Ses élèves ne comprennent pas toujours, mais ils sentent qu'ils ont devant eux un homme habité. Ampère vit pauvrement, ne mange presque rien. Il s'oublie dans les démonstrations, passe des nuits entières sur une page. À ses heures perdues, il écrit aussi de la poésie, des fragments de philosophie naturelle. Il commence à envisager de publier. Et puis, surtout, il tombe amoureux. Julie Caron, une jeune femme douce et cultivée, devient sa confidente, puis son épouse. Cette période, dira-t-il plus tard, fut la seule où j'ai senti que la vie pouvait être douce. Mais dans les marges de ses carnets, il note déjà le magnétisme, l'électricité. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas encore. Et c'est cette intuition presque mystique qui le mènera, bientôt, vers l'invisible. 1803. André-Marie Ampère est désormais professeur à Lyon. Il s'est marié avec Julie Caron, son amour discret, presque mystique. Ils vivent simplement, dans un petit appartement, au milieu des livres et des carnets. Il est absorbé par la science, mais Julie le ramène à la vie, au présent, à la douceur. Il écrit pour elle des poèmes, des pensées, des lettres qu'il ne lui lit jamais. Elle le soutient dans ses recherches, tape ses manuscrits, l'écoute disserter sur la courbe logarithmique ou les puissances de l'infini. En 1805, leur fils Jean-Jacques naît. Ampère est bouleversé. Il tient le nourrisson dans ses bras et dit « Tu es pour moi une autre forme de l'inconnu. » Mais derrière cette tendresse, le doute gronde. Ampère est en proie à des tourments intérieurs. Il oscille entre ferveur religieuse et rationalisme pur. Il écrit des fragments philosophiques sur l'âme, l'infini, l'éternité. Il se demande si les mathématiques peuvent vraiment tout expliquer. Et puis, un jour, le coup terrible. Julie tombe malade. Fièvre, tout persistante. Peut-être une phtisie. En quelques mois, son état empire. Ampère ne quitte plus son chevet. Il continue à écrire, à calculer. Mais ses pages se couvrent de notes noires, de lignes inachevées, de phrases pleines de douleur. Il écrit « Je voudrais découvrir une loi, qui ramènerait la vie. » En juillet 1806, Julie meurt dans ses bras. Il est inconsolable. Il fuit. Il marche des heures, seul. Il écrit à un ami. Ma vie est maintenant une équation sans solution. C'est pourtant dans cette déchirure que naît sa soif d'absolu. Le besoin de comprendre les lois invisibles du monde, comme une revanche contre le chaos. L'électricité, le magnétisme, les forces mystérieuses de la matière. Tout cela devient soudain un langage possible pour approcher ce qu'il a perdu. À la mort de Julie, une partie d'Ampère s'effondre. Mais une autre, paradoxalement, se réveille. 1820. André-Marie Ampère est maintenant professeur à Paris, à l'école polytechnique. Il est reconnu comme mathématicien, mais peu encore le savent, il va bouleverser la physique. Cette année-là, le scientifique danois Hans Christian Ørsted publie une découverte étonnante. Un courant électrique dévie une aiguille aimantée. L'électricité influence donc le magnétisme. À peine la nouvelle arrive à Paris qu'Ampère s'enferme chez lui. Il griffonne frénétiquement, pose des aiguilles sur des fils, fait passer du courant, mesure, observe. Il comprend, les courants électriques créent des champs magnétiques. Mais ce n'est pas tout. Le 18 septembre 1820, il se présente devant l'Académie des sciences. Il monte à la tribune, tremblant. Il parle peu fort. Mais il démontre en direct ce que personne n'a encore vu. Deux fils parcourus par des courants s'attirent ou se repoussent selon leur sens. Une force est à l'œuvre. Invisible, mais obéissant à des lois mathématiques. Il vient de fonder l'électrodynamique. Dans les semaines suivantes, il enchaîne les expériences. Il montre que le magnétisme peut être considéré comme une manifestation de courants internes dans les matériaux. Il invente un mot, le solénoïde. Il propose l'idée du courant moléculaire. À l'Académie, Faraday, Arago, Biot, tous le regardent avec un mélange d'admiration et d'incompréhension.
Ampère, lui, ne cherche pas les honneurs. Il écrit. Il calcule. Il veut établir des formules, une logique, une théorie complète. Ce sera son chef-d'œuvre. Théorie des phénomènes électrodynamiques, 1826. Il y propose des équations, que Maxwell reprendra 40 ans plus tard. Des équations, qui sont à la base de l'électromagnétisme moderne. Et donc, de l'électricité telle que nous la connaissons. En quelques mois, André-Marie Ampère est passé de mathématicien solitaire, à fondateur d'une science. Une science née, non d'un laboratoire luxueux, mais d'une intuition, d'un esprit libre, et de fils de cuivre. 1827. Ampère est désormais mondialement reconnu. Il a été élu à l'Académie des sciences, il enseigne à l'École polytechnique, au Collège de France. Mais son cœur, lui, demeure fragile. Il vit entre deux mondes. Celui des formes et des forces, des équations, des champs. Et celui, plus trouble, de la foi, du mystère, du sentiment. Il note dans ses carnets. Je suis une contradiction, j'ai soif d'absolu, mais peur du vide. Il s'épuise dans le travail. Il dort peu. Il mange peu. Il traverse des épisodes de mélancolie. Il parle à voix haute, s'adresse à Julie, disparue depuis plus de 20 ans. Ses collègues l'admirent, mais certains le trouvent étrange. Il est distrait, parfois absent, souvent emporté par une idée qu'il poursuit pendant des heures. Et pourtant, ses cours sont lumineux. Il vulgarise des concepts complexes avec une simplicité qui frappe. Il fait découvrir à des générations entières les fondements de la physique moderne. Dans ses recherches, il s'intéresse désormais aux relations entre électricité, magnétisme et mouvement. Il commence à penser que ces phénomènes sont liés par une loi universelle. Une intuition pré-maxwellienne, qu'il ne parviendra pas à formuler totalement, mais qui influencera toute la science du XIXe siècle. Il s'essaie aussi à la métaphysique. Il écrit un essai sur la philosophie des sciences, où il tente de classer toutes les connaissances humaines. Pour lui, la science n'est pas un but. C'est un chemin vers le sens. À cette époque, il vit dans un petit appartement à Paris, entre deux piles de livres. Il parle souvent de son fils Jean-Jacques, devenu écrivain et intellectuel romantique. Une certaine tendresse circule encore dans sa vie. Discrète, mais tenace. Il continue à travailler. Même quand il est malade. Même quand son corps décline. Car pour Ampère, chercher, c'est résister. Résister à l'oubli, à la douleur, au silence du monde. Dans son petit laboratoire de Paris, un bruit sourd résonna. Ampère sursauta, tenant une fine tige de cuivre entre ses doigts. Son regard se porta sur le fil qui s'était mis à osciller doucement près d'un aimant. C'était la confirmation. Il tenait une preuve du lien entre courant électrique et force magnétique. Ce n'est pas une coïncidence. Murmura-t-il, les yeux brillants. Il griffonna des équations fébrilement, le cœur battant. Plus tard, au sein de l'Académie des sciences, entouré de savants sceptiques, il présenta sa démonstration, une expérience simple, mais révolutionnaire. Des murmures parcoururent la salle. L'électricité produit un champ circulaire, autour d'un fil conducteur, demanda Biot, incrédule. Ampère répondit calmement. Exactement. Et si l'on ajoute un second fil parallèle, un courant similaire les attire. S'il est inverse, ils se repoussent. Une tension flotta. Puis Arago, son ami et soutien, déclara. Messieurs, je crois que nous assistons à une nouvelle ère de la physique. Ampère sortit sous les applaudissements une reconnaissance qui longtemps lui avait échappé. Mais plus que la gloire, ce fut la certitude intérieure d'avoir compris une loi fondamentale de l'univers qui le bouleversa. Paris, 1821. La découverte d'Ampère fait grand bruit. Mais dans les coulisses, une controverse éclate. Un autre savant, François Arago, autrefois allié, commence à remettre en question certains aspects de ses démonstrations. Tu veux relier toutes les forces naturelles par une seule équation? Je veux comprendre leur unité profonde, répondit Ampère, calme mais ferme. Les débats font rage à l'Académie. Ampère reste fidèle à sa vision, une théorie mathématique complète du magnétisme basée sur les courants électriques. Il couche sur papier son mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques, esquissant les bases de l'électrodynamique. Son travail devient si profond que peu peuvent le suivre. Même ses collègues se perdent dans ses formules. Seul Faraday, de l'autre côté de la Manche, suit avec admiration ses découvertes.
Mais ce chapitre ne se résume pas aux équations, c'est aussi le combat intérieur d'un homme tiraillé entre reconnaissance et solitude intellectuelle. Dans son bureau encombré, face à ses notes, il doute parfois. Et si je m'égarais? Mais il lève les yeux, regarde une étincelle jaillir d'un fil, et retrouve foi. École Polytechnique, 1822. Une salle froide, voûtée, pleine d'étudiants en uniforme. André-Marie Ampère, plus maigre, plus marqué, entre avec une pile de notes sous le bras. Mais aujourd'hui, il ne va pas simplement enseigner, il va dévoiler sa vision de l'univers. Il trace sur le tableau noir une série de lignes, droites, cercles, vecteurs. Il parle d'actions à distance, de forces invisibles, de courants qui s'attirent comme des corps vivants. Et si l'univers entier n'était qu'un enchevêtrement d'interactions électriques? Les étudiants retiennent leur souffle. Il leur montre son dispositif, deux fils, côte à côte, alimentés par des courants contraires. Ils se repoussent. Puis, alignés dans le même sens, ils s'attirent. L'expérience fascine. Mais un jeune étudiant, provocateur, interrompt. Et vos idées, monsieur Ampère, ne sont-elles pas trop abstraites? Ampère le regarde, sourit doucement. Ce qui est abstrait aujourd'hui, sera concret demain. La science a toujours marché ainsi. Ce cours, plus tard retranscrit par ses élèves, deviendra la base du système électrodynamique. Il est désormais clair, Ampère ne propose pas qu'une théorie, il bâtit un langage pour comprendre les lois invisibles. Lyon, hiver 1823. Ampère rentre dans sa ville natale. Cette fois, ce n'est pas pour une conférence. C'est une quête intime. Son fils, Jean-Jacques, devenu marin puis écrivain, a quitté la maison depuis longtemps. Ampère, accablé de solitude, commence à lui écrire régulièrement. Des lettres, jamais envoyées. Installé à son bureau, il prend sa plume. La lumière d'un feu crépite. Il écrit. Mon cher fils, je t'écris non pour t'enseigner, mais pour te rejoindre. Entre les pages, aucune formule. Juste des souvenirs. Il parle de leur promenade au jardin botanique, de la voix de sa mère disparue, de la sensation de toucher un électroscope pour la première fois. Il écrit avec douleur, avec tendresse, avec la certitude que la science ne suffit pas à combler le vide d'une absence. Ces lettres formeront plus tard un recueil secret, retrouvé après sa mort. Dans ces instants de vulnérabilité, André-Marie Ampère ne fut plus le savant, mais un père, un homme seul, une âme en quête de réconciliation. Paris, 1826. Dans une salle silencieuse de l'Institut, des pages fraîchement reliées circulent entre les mains des plus grands savants. André-Marie Ampère vient de publier son ouvrage majeur. Théorie des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience. C'est un moment solennel. Des années d'observation, de solitude, de lettres jamais envoyées, prennent enfin la forme d'un traité mathématique cohérent. Dans ces pages. Les bases de l'électrodynamique. Le concept de courant élémentaire. La force entre deux conducteurs rectilignes. Une tentative d'unifier magnétisme, électricité et mouvement. Dans l'assemblée, Faraday, venu spécialement d'Angleterre, écoute attentivement. Après l'exposé, il s'avance et déclare. Monsieur Ampère, vos équations sont la poésie du mouvement invisible. Ce jour-là, le nom d'Ampère entre dans la postérité. Il ne le sait pas encore, mais bientôt, une unité électrique portera son nom. Le Ampère ne sera plus seulement un homme, mais une mesure de ce qui circule dans tous les fils du monde. Et pourtant, le regard d'Ampère reste modeste. Il murmure. Je n'ai fait qu'écouter la nature parler. Marseille, 1836. André-Marie Ampère est âgé, affaibli, mais son esprit est toujours aussi vif. Il a quitté Paris pour se retirer dans le sud, près de la mer. Là, dans une maison sobre, il passe ses journées à observer les éclairs au loin, à méditer sur ce qui reste à découvrir. Il tient un carnet usé où il écrit ses pensées. Tout ce que j'ai pressenti n'est qu'un début. La lumière, l'électricité, la vie, tout est vibration. Un jour, un messager lui apporte une lettre officielle. Il ouvre l'enveloppe. Il lit, les mains tremblantes. L'unité d'intensité de courant électrique portera son nom. L'ampère devient mesure universelle. Il ne dit rien. Il referme les yeux. Le vent souffle depuis la mer, comme une réponse muette. À ce moment, il sait, il a laissé une trace pas dans la pierre, mais dans l'invisible,
dans ce flux éternel d'énergie qui traverse le monde. Quelques mois plus tard, il s'éteindra paisiblement. Mais son nom, lui, restera à jamais dans la lumière. André-Marie Ampère n'était pas seulement un savant. Il était un traducteur du mystère, un poète du mouvement invisible, un architecte des forces fondamentales. Dans un monde en ébullition, entre révolution, deuil et isolement, il a su écouter ce que peu entendaient, la voix discrète de l'univers. Là où d'autres voyaient des étincelles sans importance, lui percevait les fondations d'une nouvelle physique. Son nom, désormais gravé dans chaque ampoule, chaque moteur, chaque circuit électrique, vibre dans chaque instant de notre quotidien. Chaque fois qu'une lumière s'allume, qu'un cœur est défibrillé, qu'un satellite communique, le courant qui traverse nos vies lui doit une part de sa naissance. À tous les jeunes esprits. Explorer, douter, interroger, puis recommencer. Comme Ampère, oser formuler l'invisible. À tous les enseignants. Transmettez non seulement ses lois, mais son humilité, sa persévérance, et sa capacité à douter en cheminant vers la vérité. À tous les créateurs et ingénieurs. N'oubliez jamais que chaque formule cache une histoire humaine. Rendez hommage à la science par l'éthique, l'élégance, et la curiosité. À tous les citoyens du monde moderne. Prenez conscience que derrière chaque technologie, il y a eu un rêve, une solitude, une lettre jamais envoyée, et un homme comme Ampère, qui croyait que comprendre, c'est aussi aimer le monde. Le courant continue. À nous de le porter. Plus que jamais, la lumière d'Ampère éclaire notre avenir. Et vous? Que ferez-vous de cette étincelle?